Donc, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Mon nom est Raymond Villeneuve. Je suis le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Et c'est la première fois qu'on fait un atelier de vulgarisation juridique dans le cadre d'un webinaire, mais on voit vraiment que la nécessité est là, étant donné le grand nombre de personnes participantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce midi? Donc, atelier de vulgarisation juridique sur la réforme du droit de la famille. Pourquoi on fait ça? Bien, vous le savez, donc la loi a été adoptée là, au printemps dernier et c'est quand même du droit, il y a quand même des aspects un petit peu techniques. Alors, on s'est dit que c'était vraiment intéressant d'aller chercher une personne compétente pour nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Maître Marie-Laurence Brunet, avocate en droit de la famille de Brunet et Associés, qui a gentiment accepté de participer à cet atelier-là pour vraiment qu'on puisse bien cerner c'est quoi les enjeux pour les parents à compter là, du mois de juin de l'année prochaine. La présentation va durer à peu près 1 heure. Donc, l'idée, là, on va faire ça là, directement au point. On ne va pas étirer indûment. Et après ça, on va se donner une période de 30 minutes de questions pour bien répondre à vos questions, s'assurer là, que vous ayez bien saisi les principaux aspects là, de la réforme. On va vous demander de poser les questions dans le chat parce que comme vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup de monde, je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Puis comme c'est quand même des trucs un petit peu techniques, là, donc on va vous demander de poser vos questions dans le chat et c'est moi qui vais poser les questions à Marie-Laurence. Petite précision, on ne peut pas faire des consultations. Alors, si vous nous arrivez avec Madame a fait ci, Monsieur a fait ça, puis que votre question a dure un gros, gros paragraphe, on ne pourra pas aller là, malheureusement. Donc, l'idée, là, c'est vraiment s'assurer que les dispositions qui sont dans la loi, qu'on puisse bien comprendre ce qu'elles veulent dire. Et donc, c'est un atelier de vulgarisation juridique. Donc, l'idée, c'est pas tant de faire un débat sur la pertinence de telle mesure ou telle mesure. L'idée, là, vraiment, c'est ce midi qu'on prenne le temps qui nous est imparti pour bien comprendre quel est le contenu de la loi. Alors, c'est ça. Ce que je peux vous dire avant de passer la parole à Marie-Laurence, c'est que ce webinaire-là, dans le fond, s'inscrit dans le cadre des activités du Comité de travail national sur les pères et la séparation conjugale qui a été mis sur pied l'année passée. C'est ce comité-là qui a produit les contenus qui ont été diffusés dans le cadre de la dernière semaine québécoise de la paternité, dont le fameux cahier là, avec les 12 stratégies concrètes. Et ce qui nous a semblé important à l'heure actuelle, c'est premièrement que les pères, mais les mères également, que tous les parents puissent bien comprendre ce qu'il y a dans cette réforme-là du droit de la famille, parce que ça pourra avoir des impacts importants sur leur vie de famille, sur leur enfant et sur leur propre sur leurs enjeux propres à ce niveau-là. Alors écoutez, ben, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie-Laurence pour le prochain 56 minutes. Alors, Marie-Laurence, la parole est à toi. Merci Raymond. Bonjour à tous. Je suis très enchantée de voir l'engouement, l'intérêt que suscite cet atelier. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous présente cet atelier-là qui actuellement ne s'offre pas, ou en tout cas, selon mes dernières vérifications, ne s'offre pas actuellement sur le marché. On trouve peu d'informations sur ce que va manger en hiver, là, pour utiliser des termes très communs, l'union parentale. La réforme du droit de la famille, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Ça fait aussi plus d'une dizaine d'années que je pratique. Et donc, je suis à même de constater avec mon équipe les enjeux au quotidien auxquels font face les conjoints de fait. Puis même les conjoints mariés qui se demandent c'est où la limite entre qu'est-ce qu'un conjoint de fait, qu'est-ce qu'un conjoint marié. Puis là, on va ajouter qu'est-ce qu'un conjoint en union parentale. Donc là, j'ai vu une question qui a défilé il y a quelques minutes là, où on se posait la question est-ce qu'on aura accès à un document PowerPoint? Alors, je vous rassure, tout à fait. Je ne vous parlerai pas de façon magistrale pendant 1 heure. On va vous partager l'information pour que vous puissiez en prendre connaissance, puis partager le tout auprès de vos membres, de vos collègues, amis et familles. C'est l'objectif de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite nous amener à la présentation. Juste peut-être me confirmer que vous la voyez bien. Raymond, je ne sais pas si tu peux juste me confirmer que tu la vois très bien de ton côté. Oui, non, je vois très, très bien. Excellent. Alors, je commence. C'est une réforme sur le droit de la famille
Là, j'espère que bon, parfait, toujours des petits pépins pas électriques, pardon, des petits pépins électroniques. Alors, avant de rentrer dans le bain de ce que c'est l'union parentale, j'aime toujours prendre deux petites minutes là, pour faire le point sur quels sont les régimes de conjugalité qui existent actuellement au Québec. Bon, au Québec, actuellement, on est soit une union de fait, évidemment, si on est célibataire, on n'entre pas dans ces catégories-là, donc l'union de fait ou en mariage. L'union de fait, il n'y a pas de définition, à part peut-être dans la loi sur les impôts, dans la loi qui concerne tout ce qui est la SAC. Dans certaines lois spécifiques, il y a des définitions, mais outre ça, il n'y a actuellement pas, jusqu'à une date où j'y reviendrai, de définition de ce qui est un couple en union de fait. Il n'y a pas de critère de durée sur la durée de vie de l'union du couple. Il n'y a pas de nombre d'enfants qui est précisé. Donc, c'est simplement une situation de fait. L'union de fait, le principe est relativement simple. En date d'aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est en date d'aujourd'hui, le 25 novembre. Un couple en union de fait, ce sont quoi? Ce sont l'équivalent de voisins. Donc, si ça fait 30 ans que vous êtes voisin à côté, avec votre voisin, est-ce que vous lui devez quelque chose si votre voisin déménage? Si votre voisin décède, est-ce que vous lui devez quelque chose? Est-ce qu'il vous doit quelque chose en cas de décès? Absolument pas. Donc, que vous ayez été en couple, que vous ayez des enfants, que vous ayez adopté, il n'y a aucun partage d'actifs qui se fait présentement en date du 25 novembre 2024. Oh, pardon. Ça va changer à partir de... Je pense pas qui fonctionne. Micro. OK, excusez-moi. Ça va changer à partir du 30 juin 2025, puis je reviendrai. Donc, l'union de fait, retenez que c'est l'équivalent de voisin, puis je vais aller même plus loin que ça. Jusqu'en date d'aujourd'hui, là, quand on cherchait à parler de l'union de fait, je prenais mon code civil. Vous avez beau le feuilleter d'un côté comme de l'autre, si je cherche les dispositions qui les concernent, il n'y a absolument rien dans le Code civil du Québec, qui est notre loi commune. Ensuite de ça, vous avez le mariage. Ça, c'est relativement simple. Habituellement, les gens savent qu'ils sont mariés. Par contre, ils ne connaissent pas les dispositions en tout cas, comment ça fonctionne le mariage. Puis là, en ce beau lundi, puis là, en rediffusion, il n'y aura peut-être pas de lundi, mais en ce beau lundi matin, le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de séparation. Donc, c'est un contrat qui détermine la façon dont on disposera, avec lequel on partagera nos actifs qu'on aura accumulés pendant le mariage en cas de séparation ou en cas de décès. Le mariage se partage de deux façons, avec le patrimoine familial puis le régime matrimonial. Le patrimoine familial, c'est essentiellement les biens les plus importants de la famille, donc la maison, les meubles, les fonds de pension, les produits de retraite comme les REER, RRQ. Et là, après ça, vous avez l'ensemble des autres biens qui font partie du régime matrimonial. Je ne veux pas vous faire un cours de droit non plus ce matin, c'est juste pour vous mettre en perspective avec ce que va créer l'union parentale. Donc, je reviens, le mariage, c'est le patrimoine familial, les biens communs, la maison, les meubles, les produits de retraite. Puis les autres biens, on a le choix de déterminer si on souhaite les partager en part égale en cas de séparation ou de décès, ou si au contraire, on souhaite rester propriétaire. On pense au compte de banque, on pense à un immeuble à revenus, on pense au CELI, on pense au REE. Évidemment, il y a la question des dettes aussi qui peut être traitée dans ce volet-là. Mais là, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, le 4 juin dernier, 2024, l'Assemblée nationale a procédé à la sanction de la loi qui porte sur la réforme du droit de la famille qui institue le régime d'union parentale. C'est une troisième réforme. Donc, même si on en entend peu parler, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame en droit de la famille depuis quelques années, mais celle-ci, c'est la plus marquante. Mais peut-être que vous le savez, sinon vous le savez, elle s'inscrit dans c'est le troisième volet d'une réforme complète qui s'est installée ou qui a commencé depuis 3 ans. Les deux premiers volets s'attaquaient d'entrée de jeu aux questions de genre, d'identité de genre, s'attaquaient aux questions de filiation, notamment, par exemple, un enfant qui est issu d'une agression sexuelle, les questions de filiation, si, par exemple, un enfant avait, tout ce qui était déchéance d'autorité parentale avait été victime d'une situation de violence, les questions de gestation pour autrui. Ça, c'est des enjeux qui ont été traités dans d'autres projets de loi qui ont été sanctionnés et adoptés, qui sont en vigueur actuellement. Encore là, ça ne fait pas partie de la présentation d'aujourd'hui. La loi qui nous intéresse aujourd'hui crée l'union parentale et la date que vous devez retenir, c'est le 30 juin 2025. La loi, elle existe aujourd'hui, mais c'est seulement à partir du 30 juin 2025 qu'elle produira ses effets. Puis là, je vais rentrer dans le détail ensuite. Cette loi-là va aussi régler certaines questions d'administration de la justice que je vais vous présenter, qui sont plutôt accessoires, mais qui peuvent être pertinentes de connaître.
Je vais prendre une petite minute et demie simplement vous présenter l'histoire. Dans quel contexte est-ce qu'on arrive avec la création de l'union parentale? Donc, tout ça découle de l'arrêt de la Cour suprême qui date de 2013, le fameux Eric contre Lola, qu'on a tous suivi avidement. Vous connaissez les faits. Je ne reviendrai pas sur les faits eux-mêmes de la cause, mais simplement pour rapporter qu'il s'agit d'un couple qui était en couple, justement depuis, je pense que c'était une vingtaine d'années, qui avait eu des enfants. C'était une union de type traditionnel. Monsieur principal pourvoyeur, maman qui était restée à la maison pour voir au bien-être des enfants. Et le couple avait profité de ce type d'union-là, mais malheureusement, madame n'avait pas accès à aucun partage des biens ni une obligation alimentaire entre ex-conjoints. Là. Je ne parle pas des enfants, mais bien entre conjoints. Elle n'avait pas ces droits-là qui étaient réservés, qui est encore aujourd'hui, qui sont réservés pour les couples mariés. Donc, elle a porté sa cause en appel devant la Cour d'appel, puis en Cour suprême. Et finalement, la Cour suprême, je ne vous ferai pas le détail de cette décision-là qui est passablement longue, qui est difficile à lire, mais le résultat est qu'on a conclu qu'il y avait effectivement discrimination au sens des chartes, que le Québec, en n'adaptant pas de législation précise pour les conjoints de fait, portait atteinte aux droits des conjoints de fait, mais a essentiellement remis cette décision-là entre les mains du législateur pour qu'on adopte un régime qui conviendrait aux conjoints de fait du Québec. C'est ce qui a donné lieu au rapport qu'on appelle aujourd'hui le rapport Roy. C'est un rapport qui fait 600 pages. Le gouvernement, à l'époque, avait mandaté un comité consultatif afin d'émettre des recommandations sur ce que devrait comporter ce régime qui s'adresserait aux conjoints de fait. Ce rapport-là, malheureusement, est resté relativement tabletté pendant de longues années. À tel point qu'en 2018, là, puisque c'était toujours tabletté, il y a une commission citoyenne qui a été mise sur pied par la Chambre des notaires. Donc, c'est une organisation privée, donc la Chambre des notaires, qui a essayé de pousser un peu plus ce projet de loi ou les réflexions au moins autour d'un projet de loi éventuel. Puis c'est finalement en 2020 que le législateur a pris le projet d'emblée et qu'on a commencé à travailler la réforme du droit de la famille petit à petit en débutant par les questions de filiation, d'autorité parentale, d'identité de genre. En 2023, les questions de gestation pour autrui, donc les contrats de mère porteuse, encore une fois, des questions de filiation et de violence. C'est ce qui nous amène aujourd'hui au nouveau régime qui touche les conjoints de fait, l'union parentale. L'union parentale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont des conjoints de fait? Je l'ai dit tantôt, le Code civil ne prévoyait jusqu'à maintenant aucune définition de ce qu'étaient des conjoints de fait. On savait que c'était une situation de fait, on présumait que tout le monde savait un peu qu'ils étaient en couple, mais il n'y avait aucune définition qui était prévue, puis ce sera dorénavant réglé par la définition qui se trouve ici. 2 personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple sans égard à la durée de vie commune. Donc, il n'y a pas de question du nombre d'enfants. En partie, là, on y reviendra après. Il n'y a pas de définition qui porte sur, on doit être en couple de cohabitation depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il s'agit simplement de se dire, est-ce que publiquement, autour de nous, on nous considère comme un couple? Une fois qu'on a déterminé qu'on se considère comme un couple, l'union parentale, elle, va entrer en vigueur une fois que les conjoints vont devenir parents à partir du 30 juin 2025. Donc, si je récapitule un peu, on définit ce qu'est un conjoint de fait, mais un conjoint de fait qui est en couple ne va pas nécessairement créer une union parentale. Pour créer l'union parentale, il faut absolument devenir parent ou adopter des enfants à compter du 30 juin 2025. Donc, si autour de vous actuellement, il y a des parents qui sont en attente d'un bébé, que ce soit naissance ou adoption, si la naissance ou l'adoption a lieu au 29 juin 2025, ils ne sont pas visés par l'union parentale. Les parents aujourd'hui qui sont déjà parents, qui n'ont pas l'intention d'avoir d'autres enfants, ne seront pas visés par l'union parentale. Donc, ce seront uniquement que les couples qui sont connus comme un couple aux yeux de la société, peu importe la durée de vie commune, qui auront ou adopteront un enfant à partir du 30 juin 2025 qui seront visés par cette union parentale. Puis ça, je vais revenir dans les détails de ce que ça comprend, cette union-là. Le patrimoine, justement. On a dit que c'est seulement les parents à partir du 30 juin 2025 qui seront visés par cette union, mais ça va un petit peu plus loin. Le patrimoine d'union parentale ne sera créé également qu'à partir du 30 juin 2025. Ce que je veux dire par là. Prenons l'exemple classique.
Par exemple, je suis en couple avec mon conjoint, j'ai un enfant, on est en union de fait, donc on n'a pas de contrat de mariage, on n'a pas de contrat quelconque. On est simplement en couple, on a eu un enfant et je donne naissance, par exemple, le 15 juillet 2025. Mon union parentale ne va débuter qu'à partir du 15 juillet 2025. Donc, même si je suis un parent aujourd'hui puis j'ai un enfant, même si on a des biens en commun, cette valeur-là ne sera pas partagée ou ne sera pas accumulée pendant l'union parentale. Ce ne sera qu'à partir de la naissance de l'enfant, à partir du 30 juin 2025. Cette valeur-là concerne quoi? Les résidences de la famille, les meubles, les véhicules à l'usage de la famille. J'ai suivi avec grand intérêt les travaux parlementaires. Là. Quand on faisait les débats, c'était au printemps dernier, de ce qui devait être inclus ou pas être inclus dans cette nouvelle loi-là, ce nouveau régime. Il y a eu beaucoup de discussions. Au départ, on se disait seulement les résidences principales. Après ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on incluait les chalets, les condos? Est-ce qu'on incluait les régimes de retraite, les fonds, donc fonds de pension, REER, etc. Et la conclusion de tout ça, là, après maintes débats, a été de limiter ça aux biens les plus familiaux, ce que je vais appeler, des parents. Donc, les maisons. Si on a la maison, par exemple, à Montréal, mais qu'on a un chalet à Tremblant ou on a un chalet dans les cantons de l'Est, bien, ça sera partageable la valeur à partir du moment de la naissance d'un enfant à compter du 29 juin 2000. Je recommence, 30 juin 2025. Donc, les maisons. Ensuite de ça, les meubles qui ornent ou qui garnissent ces maisons-là, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite de ça, les véhicules. Gardez toujours en tête que c'est à partir du moment de la naissance d'un enfant après le 30 juin 2025 que la valeur va devenir partageable. Donc, si on a acheté notre maison avant la naissance de l'enfant, si on a meublé notre maison avant la naissance de l'enfant, si on a déjà notre véhicule avant la naissance de l'enfant, ce sera seulement la valeur accumulée à partir de la naissance de l'enfant qui va être partageable. Fait que la valeur, quand je parle de valeur, je parle du capital qui a été remboursé. Donc, chaque dollar qu'on a remboursé sur l'hypothèque à partir de la naissance de l'enfant, chaque dollar qu'on a remboursé sur notre prêt, j'allais dire Brouille-Martineau, mais ça n'existe plus, là, mais bon, auprès du fournisseur immobilier, la même chose avec nos véhicules de la famille. Ce sont ces valeurs-là qui vont être partagées. Vous aurez compris que qui est alors exclu, ce sont tous les biens et les valeurs qui vont être accumulés avant la naissance de l'enfant. Donc, je reprends mon exemple tantôt. Si je suis en couple, on a déjà des biens, on a une maison, on a des meubles, on a un véhicule, mais je vais devoir partager seulement la valeur accumulée à partir de la naissance de l'enfant jusqu'à la séparation ou un décès, puis ça, je vais y revenir. Sans grande surprise, le législateur a également maintenu la protection qui est allouée aux conjoints mariés en matière de succession et de donation. La logique étant que si quelqu'un nous a légué ou nous a donné un bien ou une valeur, on souhaite repartir avec ces biens-là et leur plus-value. Donc, si on se fait donner 10 000 $ qu'on l'investit dans la maison, bien, ce 10 000 $-là va certainement fructifier avec les années. Donc, le législateur prévoit qu'il y a une protection de ces valeurs-là et ces biens-là en cas de séparation ou de décès. Ça semble tout à fait logique. Ensuite de ça, le législateur est quand même allé un petit peu plus loin, puis ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu surprenant, puis ce n'est pas exactement la même règle qu'en mariage. Ce sont les fruits et les revenus de ces biens. Donc, par exemple, vous avez un chalet, puis ce chalet-là est loué. Bon, les fruits et les revenus, donc les revenus qui sont générés par la location de ces biens-là, ne seront pas partageables. Ça, c'est très exceptionnel parce qu'en mariage, juste pour faire le parallèle, sans rentrer trop dans les détails techniques, en mariage, ces fruits et revenus, donc cet argent-là qui est généralement déposé dans un compte de banque, vont être partageables moitié-moitié. Dans ce cas-ci, ces montants-là qui seraient déposés dans un compte, par exemple un compte personnel, ne seraient pas partageables entre les parents en cas de séparation ou de décès. Point très important. L'union parentale, je vous ai parlé de la naissance comme quelque chose d'automatique. Mais effectivement, c'est tellement automatique l'application de l'union parentale à partir de la naissance d'un enfant après le 30 juin 2025 que la seule façon de s'y sortir, de s'y soustraire ou de modifier la composition que je viens de vous présenter, ce sera par acte notarié. Et quand je dis par acte notarié, c'est on va voir un notaire commun. Il y a une consultation initiale, puis ensuite de ça, on peut procéder à la signature qui va faire état de
souhait, par exemple, commun des conjoints de se soustraire, de dire, moi, ce régime-là ne nous intéresse pas. Un peu comme ce qui avait été le cas lors de l'adoption du patrimoine familial. On pouvait se soustraire pendant une durée d'1 année. Dans ce cas-ci de l'union parentale, on peut s'y soustraire en tout temps, mais ça doit se faire par acte notarié. Même principe, si on veut bonifier, ce sera peut-être plus rare, mais si on veut peut-être plutôt retirer certains biens. Par exemple, un couple est déjà copropriétaire d'un immeuble, ils ont déjà une entente de partage de cet immeuble-là, par exemple un 40 pour un puis un 60 pour l'autre. Là, il y aura peut-être une question d'enjeu d'interprétation là, avec l'entrée en vigueur de l'union parentale qui dit que c'est 50-50. Fait qu'un couple qui serait, par exemple, 40 60 pourrait dire, ben, nous sommes satisfaits de notre entente initiale, qui n'était pas prévue par l'union parentale, et nous voulons maintenir cette entente-là qui était déjà dans un acte notarié. Et donc, pour cette raison-là, nous souhaitons nous retirer de la composition du patrimoine, du patrimoine de l'union parentale. Autre chose, le partage lui-même, 50 50 Je pense que j'ai été assez transparente très rapidement sur ce point-là. Chaque dollar qui est remboursé ou qui est investi à partir de la naissance d'un enfant après le 30 juin 2025 va être partageable moitié-moitié entre les conjoints en cas de séparation ou de décès. La fin de l'union parentale, je l'ai nommé, c'est le décès, la cessation de vie commune là, ou la séparation, mais c'est aussi le mariage. Et ça va donner lieu à certaines discussions. Puis ça, c'est des pistes de réflexion que j'espère vous apporter aujourd'hui. C'est que les jeunes couples qui se questionnent sur l'opportunité ou non de se marier, des fois vont commencer leur vie en achetant une propriété, vont peut-être avoir un enfant ensuite et entrevoir le mariage comme étant une prochaine étape. Il faudra juste comprendre à ce moment-là qu'il y aura une matière à réflexion parce que ce couple-là serait régi par un acte notarié, un acte par lequel ils vont racheter une propriété. Ils vont ensuite être régis suite à la naissance de l'enfant après le 30 juin 2025 par l'union parentale. Et ensuite de ça, s'il y avait mariage, un nouveau contrat qui serait le contrat de mariage, donc les dispositions qui concernent le mariage en code civil. Dans ces cas-là, je le mentionne un peu plus loin, mais c'est sûr qu'une consultation juridique va quand même être très pertinente pour être certain que l'ensemble des membres du couple comprennent les effets en cas d'une séparation ou de décès, de partage de leur patrimoine avec toutes ces composantes-là. Là. Ce sera quelque chose, je suis certaine, qu'on va voir assez fréquemment parce que c'est ce qu'on voit dans nos bureaux, ici au bureau. Des gens qui commencent en union faite, qui finissent par se marier, puis là, on se questionne quelle est la portée de chacune de ces unions, de ces formes de conjugalité-là. Ensuite, là, je reviens. Pourquoi c'est revenu? Ça, je l'ai dit. Excusez-moi. D'autres droits qui ont été prévus par la nouvelle réforme du droit de la famille. Là, je regarde ça relativement simple parce que chacun de ces items, je pourrais vous en parler pendant plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures là, pour une des questions. Mais je vais au moins vous les mentionner parce que ce sont des nouvelles protections qui actuellement n'existent que pour les conjoints mariés et n'existaient pas pour les conjoints de fait. Ou en fait, n'existent pas même en date d'aujourd'hui pour les conjoints de fait parce que ça entrera en vigueur que le 30 juin 2025. Première protection, c'est celle qui concerne les meubles puis la résidence familiale. Donc, prenons le cas actuel où un des conjoints est seul propriétaire. On ne voit pas ça souvent, mais il y en a encore. Un conjoint est seul propriétaire, conjoint de fait, avec ou sans enfant. Bien, là, ça sera seulement avec enfant, là, mais prenons l'exemple avec enfant. Se retrouve du jour au lendemain suite à une séparation qui, on comprend, tourne assez mal, ne va pas très bien. Bon, mais dans ce cas-là, puisque le conjoint n'est pas copropriétaire de la maison, si celui qui est propriétaire décide de lui demander de quitter, le conjoint qu'on va dire qui est vulnérable dans cette situation-là est obligé de quitter et se retrouve sans domicile pour accueillir les enfants, sans domicile pour sa personne, souvent sans ressources, sans aucune ressource. Donc, le législateur est venu insérer une protection d'une durée de 120 jours. Durant les travaux parlementaires, il y a eu beaucoup de discussions sur cette durée-là. Il y en a qui préféraient le 90 jours, d'autres qui auraient préféré une durée d'1 an ou 6 mois. C'est le 120 jours que le législateur a décidé d'adopter.
comme durée. 120 jours, c'est relativement court dans le sens où une séparation, c'est rarement assez clair ou la date est très claire pour l'ensemble des membres du couple. Il y a les émotions qui entrent en ligne de compte, il y a la réorganisation qui entre en ligne de compte, puis si jamais il n'y a pas d'entente entre les conjoints suite à une séparation, quant à l'usage de la résidence familiale, par exemple, bien, recourir au service d'un avocat, d'un juriste pour les aider à faire valoir ce droit à l'usage de la résidence familiale, bien, il faut le faire dans les 120 jours. Donc, ça nécessite une mobilisation assez rapide. Je pense que dans le milieu communautaire, c'est un délai dont il faut se rappeler, d'essayer de comprendre c'est quoi le délai à partir du moment où un conjoint a quitté la résidence, là, pour dire, bon, c'est quoi le délai pour prendre un recours si jamais on a besoin d'en prendre un. C'est un délai que je vous inviterai à porter attention ou à noter quelque part. C'est la même chose, je parlais des protections des biens familiaux, c'est pour la vente d'un bien, la vente d'un meuble ou la vente de la maison, mais c'est aussi le droit d'usage, comme j'ai mentionné. Donc, qui va habiter dans la maison post-séparation, quand, par exemple, il y a des enfants. Autre droit qui a été précisé par cette réforme-là, c'est la prestation compensatoire. Prestation compensatoire, c'est tout un complexe, un complexe, oui, quel jeu de mots, c'est tout un concept complexe, c'est les mots que je cherchais, dans le sens que la prestation compensatoire, c'est le fameux recours en enrichissement injustifié que vous connaissez certainement au moins de nom. L'enrichissement injustifié, le terme le dit, c'est quand un conjoint s'est enrichi grâce aux biens et aux services de l'autre, au détriment de l'autre conjoint plus vulnérable qui, lui, s'est appauvri. Et là, actuellement, la jurisprudence tend à essayer de rééquilibrer en remboursant ou en payant la valeur des biens et des services du conjoint qui s'est appauvri pour qu'il y ait une compensation dans les patrimoines. Et ça, c'était un recours jusqu'à maintenant qui était plus facilement exécutable possible pour les conjoints mariés. Il y avait différents critères pour les conjoints de fait, en fait, nommément 5 critères très stricts qui devaient être prouvés pour les conjoints de fait, tandis que pour les conjoints mariés, c'était 3 critères. Là, ça semble un petit peu abstrait comme ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce n'est pas nécessairement en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement va adopter des normes par règlement. C'est l'ensemble des intervenants qui ont fait des représentations lors des travaux ont souhaité qu'il y ait des normes qui soient adoptées pour l'ensemble du public. La logique étant, le public doit savoir à quoi s'attendre si un doit recevoir ou doit payer une prestation de ce type pour compenser l'apport ou l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'autre, pour faciliter les modes alternatifs de règlement de conflit. Si on a des normes au même titre que la pension alimentaire pour enfants, on rentre les chiffres, ça nous donne un montant de pension alimentaire en fonction de la garde, des revenus et du temps parental. Ça nous permet d'éviter les recours aux tribunaux ou sinon de négocier autour de quelque chose qui est une norme, quelque chose qui est établi. Donc, le gouvernement a confirmé dans ce projet de loi-là, qui est une loi aujourd'hui, qu'il adoptera des normes, mais ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'intention du législateur de nous fournir au moins des grands principes pour nous aider à accompagner des couples qui vont vivre un déséquilibre suite à la séparation. Un exemple de prestation compensatoire, ce serait, par exemple, un conjoint a travaillé dans l'entreprise de l'autre, mais sans être rémunéré. Un conjoint était unique propriétaire, la maison a été payée entièrement avant mariage, j'ai le réflexe, avant l'union parentale. Ce bien-là serait exclu du partage des actifs suite à une séparation malgré la naissance des enfants, alors que ce conjoint-là, par exemple, aurait investi temps et argent pour des rénovations, améliorations ou corrections, réparations des biens familiaux et aurait donc investi de l'argent sans retrouver au moins un minimum de valeur par rapport à cet investissement. Ça, ce sont des exemples qui sont plutôt, caricaturaux, juste pour qu'on comprenne bien à quoi sert une prestation compensatoire, mais ça dépend des situations. C'est sûr que si vous pensez que quelqu'un aurait possiblement droit à une prestation compensatoire, c'est sûr que je vous encourage à recommander une consultation avec un avocat ou un avocat en droit de la famille pour les membres ou les personnes que vous accompagnez. Dernier droit qui a été prévu, il y en a d'autres, mais les plus principaux, les plus importants, les plus marquants pour l'union parentale et un grand changement qui était longuement attendu, ce sont les droits successoraux. En date d'aujourd'hui,
Donc, en novembre 2014, ma conjointe fait, je vous l'ai dit, ce sont des voisins. Donc, en cas de décès d'un conjoint avec qui on a partagé notre vie pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, on a eu 1, 2, 3 enfants, on a adopté des enfants, on a fondé une famille, à moins d'avoir un testament, les conjoints de fait actuellement n'héritent d'absolument rien. C'est ce qui fait en sorte que, par exemple, en cas de copropriété d'une maison, s'il y en a un qui est, je ne sais pas moi, 50% copropriétaire, bien non seulement il y a la période de deuil, mais ce qui arrive quand on est conjoint de fait, c'est que ce sont les héritiers légaux qui héritent de l'autre portion, habituellement des enfants. Si malheureusement ce sont des enfants mineurs, on ajoute une touche de complexité, mais ce sont des enfants qui vont hériter de cet autre 50%-là. Ce qui fait que le cas classique d'une très grande tristesse, c'est par exemple, je suis en couple avec mon conjoint, j'ai perdu mon conjoint, je suis 50%, j'étais copropriétaire 50% avec lui, je me retrouve du jour au lendemain copropriétaire avec mes enfants, par exemple, mineurs, mes enfants mineurs. Fait que non seulement j'ai à gérer le deuil, les émotions, la réorganisation de la famille, mais en plus de ça, si je veux garder ma maison, je vais devoir réhypothéquer ma maison pour racheter la part de mes enfants pour pouvoir garder la maison familiale. Fait que ça, c'est ce que prévoit le droit aujourd'hui. Heureusement, toujours à partir du 30 juin 2025, la naissance des enfants après le 30 juin 2025, les couples qui vont être en union parentale vont dorénavant pouvoir bénéficier des droits successoraux. C'est ce qui existe actuellement pour les conjoints mariés. Donc, en mariage, la règle, c'est 1/3, 2/3. 2/3 pour les enfants et 1/3 pour le conjoint marié. C'est peut-être pas parfait non plus, là, vous me direz, mais au moins, il y a un minimum qui est accordé aux conjoints mariés ou en union parentale. Puis si ce n'est pas l'intention des parents de favoriser, parce que la loi, c'est ce qu'elle fait, favoriser les enfants, bien, il faut le modifier par testament. Bon, moi, il y a un minimum actuellement qui est prévu, ce qui fait que, je reprends mon exemple, si je suis en couple avec mon conjoint, on a des enfants après le 30 juin 2025, on est en union parentale, il décède, je me retrouve à ce moment-là encore copropriétaire avec mes enfants, mais aussi j'ai 1/3 de cette maison-là, donc ma part pour racheter 100% de l'immeuble est moins grande et donc le fardeau peut être un petit peu moins grand de réhypothéquer la maison pour le 2/3 plutôt que le 50% au complet. Mais c'est sûr que je reste d'avis qu'au-delà que ce soit très bien, les droits successoraux pour les couples en union parentale, le testament demeure un outil non seulement puissant, mais un des meilleurs outils de protection de nos proches en cas de décès. Je vous ai parlé d'administration de la justice. Je vous ai dit que le projet de loi, la loi là, dorénavant, a apporté certaines modifications au niveau de l'administration de la justice. Ils sont très ponctuels. Ce n'est pas marquant, mais chacun dans son silo devrait apporter des changements positifs dans le milieu judiciaire. Première des choses, c'est le SARPA. Donc, peut-être que vous connaissez la façon de calculer la pensée alimentaire pour les enfants mineurs. On peut aller en ligne, puis si vous écrivez tout simplement sur Google « calcul de pensée alimentaire », vous allez trouver un outil en ligne. On peut le calculer comme ça. Mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, une aide là, pour nous aider à calculer la pensée alimentaire. Et donc, actuellement, il y a le service de calcul de pensée alimentaire qui est en place, mais qui fonctionnait seulement pour les modifications, les révisions, les ajustements de pensée alimentaire. Donc, ça nous prenait un jugement d'entrée de jeu. Puis ensuite de ça, on avait un organisme public qui pouvait nous aider à le modifier ou à le majorer ou à réviser ce montant-là. Avec l'élargissement de cette réforme-là, le SARPA a dorénavant un service aussi de calcul, donc à l'origine, de pension alimentaire. Est-ce que ça va faire une grande différence? Je ne le sais pas, le temps nous le dira, mais je considère que c'est un outil, encore une fois, qui favorise les modes alternatifs de règlement de conflit. On sort les couples des tribunaux. C'est une façon de dire, bon, mais si ça ne fonctionne pas la médiation, il y a un organisme qui pourra nous aider à déterminer les obligations alimentaires sans demander ou recourir à des procédures des avocats et des juges. Deuxième item, les dommages-intérêts. On ne voit pas ça, en fait, heureusement, on ne voit pas ça souvent, mais quand on le voit, c'est marquant. C'est le cas d'un couple qui se sépare où un conjoint utilise les tribunaux comme arme à l'égard de l'ex-conjoint-conjointe. Quand je parle d'arme, je veux dire parce qu'on multiplie les procédures, parfois fondées, parfois pas fondées, mais on utilise le recours aux procédures aux avocats pour créer du tort
et évidemment faire engager des frais par l'autre partie qui est plus généralement économiquement vulnérable. Donc, la justice dorénavant reconnaît l'existence, c'est déjà reconnu, mais là, on vient le codifier de cette violence judiciaire-là et le droit et en fait même l'obligation des juges dorénavant de condamner ce type de pratique-là et d'octroyer des dommages-intérêts en faveur du conjoint qui aurait été économiquement défavorisé par cette bataille-là ou cette guérilla judiciaire-là. Ce n'est pas des montants astronomiques. L'avenir nous dira si, justement, il y aura un volet pénal à ce type de dommages-intérêts-là, si vraiment les juges vont suivre cette pensée. Je le souhaite, parce que dans les cas où un conjoint et conjointe abusent, absolument, ça fait très mal financièrement à l'autre. Donc, ça, sachez que c'est déjà en vigueur en date d'aujourd'hui, ce qui fait que, heureusement, je n'ai pas eu à le vivre cette année, mais si on en a besoin cette année, on pourrait s'en prévaloir dès maintenant. Troisième changement qui est très intéressant, il faudra voir si ça sera vraiment suivi. Pour l'instant, on le voit, ou en tout cas, on ne le sent pas dans la pratique, ce sont les juges uniques. Donc, le législateur reconnaît que les questions familiales, de garde d'enfants, de passe alimentaire, bref, des séparations de couple, ça devrait, dans la mesure du possible, être sous l'égide d'un seul juge qui va suivre le dossier de A à Z. Ce qui arrive actuellement, puis vous le voyez certainement avec les ordonnances de sauvegarde, c'est il y a une séparation, il y a le feu, il faut déterminer la garde, la pension. On se présente devant le juge. C'est juge monsieur, madame X qui détermine quelle sera la garde, la pension. Parfait. 30 jours après, OK, on a un enjeu, il y a un déménagement, il y a un choix d'école, l'usage de la maison, on ne s'entend plus pour partager l'usage de la maison. Bon, mais il faut replaider essentiellement le dossier à ce deuxième juge-là, qui n'a peut-être pas la même vision que le ou la première. Peut-être une troisième ordonnance, par exemple, on a un problème de communication de documents de preuve, l'accès au relevé bancaire, l'accès aux cartes de crédit, accès à peu importe. Encore ce juge-là doit comprendre l'historique judiciaire. Puis là, plus on s'ajoute, des fois, on peut se rapprocher de la violence judiciaire. Puis la violence judiciaire, elle est insidieuse. Si c'est un juge à la fois, c'est plus difficile à démontrer que si c'est un juge qui a compris la dynamique de l'ex-couple ou des parties dans le système de justice. Comme je vous dis, c'est un très beau principe. On ne le ressent pas actuellement. On ne voit pas comment c'est mis en place actuellement. C'est en vigueur. Il faudra voir comment ça suivra son cours, mais au moins, sachez que le principe est là. Puis c'est aussi le même principe en Chambre de la jeunesse qui a été adopté. Celui-là, je pense qu'il va entrer en vigueur juste au mois de juin, si je ne me trompe pas. Mais bref, c'est le même principe que ce soit en Chambre de la famille ou en Chambre de la jeunesse qui devrait être mis en place éventuellement. Ensuite, il y a des petites modifications au niveau du code de procédure. Là, je le mentionne très de façon sommaire. Là, c'est simplement pour donner des pouvoirs de plus aux juges pour s'assurer que le partage de l'union parentale se fasse effectivement. Je vais juste nommer comme ça les saisies. Les saisies avant jugement, on voyait ça surtout en mariage, tandis que là, si on a besoin de procéder à une saisie d'un bien qui pourrait être partagé en union parentale, mais ça va être un petit peu plus facile de le faire. C'est simplement une façon de rendre cohérent le Code civil avec le Code de procédure civile. Un point super important, là, je voulais être sûre d'y revenir, parce d'entrée de jeu, je vous ai parlé d'union de fait, de mariage, puis j'ai fait ça très sommairement parce que j'aurais pu prendre l'heure au complet pour faire ces distinctions-là, mais je veux au moins qu'on retienne les points suivants. L'union parentale, ce n'est pas l'application du mariage au conjoint de fait. Ce ne l'est pas. Il y a beaucoup de distinctions à faire. La première ou la plus marquante, ça va être qu'il n'y a pas de partage des fonds de pension, il n'y a pas de partage des produits de retraite, donc les RRQ. Si les conjoints souhaitent un partage, ils doivent le faire contractuellement par un contrat de vie commune ou autre. Il n'y a également aucune obligation alimentaire entre les ex-conjoints. Donc, la fameuse pension alimentaire entre époux, là, ça ne s'applique pas en union parentale. Encore une fois, si les conjoints veulent bénéficier d'un support financier post-séparation, ils doivent le prévoir par contrat de vie commune ou par autre entente. Enfin, il n'y a aucune solidarité au niveau de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Là, dit comme ça semble... Ça veut dire quoi, ça, les charges du ménage? C'est l'épicerie, le Canadian Tire, l'essence, les besoins de base de la famille. En mariage, il y a une obligation de chacun des conjoints de faire l'effort de contribuer, que ce soit pour évidemment s'occuper des enfants, là, mais payer pour les besoins de la famille. Ce que ça veut aussi dire, c'est que s'il y a une carte de crédit à la fin, là, à la toute fin, qui est
remplie de dettes pour le ménage, pour les charges de la famille. Donc, si c'est une carte de crédit avec de l'épicerie, de l'essence, peu importe les besoins de la famille, on va être en mesure de le partager moitié-moitié, même s'il y en a juste un qui est seul détenteur de cette carte-là. Ça veut aussi dire que tout le monde est supposé avoir contribué. Puis si on n'a pas contribué, à ce moment-là, on peut peut-être aller rechercher une compensation parce qu'il y en a un qui n'a pas contribué. En union parentale, on n'a pas cette obligation-là de contribuer. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les parents, post-naissance d'un enfant, après le 30 juin 2025, doivent comprendre qu'ils ont une obligation de parler finances. Ils ont une obligation. Moi, je vois ça comme une obligation, mais ils ont tout intérêt, j'ai envie de dire, de comprendre ce qui va arriver après la naissance de l'enfant, que ça va être moitié-moitié pour la maison, pour les meubles dans la maison, puis pour les véhicules. Donc, est-ce que ce couple-là a besoin de discuter de qui va payer quoi et dans quelle proportion, sachant que chaque dollar investi après la naissance de l'enfant va être partagé moitié-moitié, post-séparation ou post-décès, pour la portion de l'union parentale. Donc, ça, c'est une discussion très importante à avoir. En fait, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, on devrait toujours parler finances, mais ça rend la chose encore plus importante selon moi, parce que sans obligation, ce qui arrive, c'est s'il n'y a pas de discussion, sans obligation, au moment de la séparation ou du décès, s'il y en a un qui n'a pas fait l'effort, on ne va pas se retourner en arrière et dire, bon, qui a payé quoi, puis essentiellement refaire la comptabilité, on ne fait pas ça. On va présumer que ce qui a été fait, le modus operandi financier, là, c'est-à-dire lui a payé l'épicerie, elle a payé l'essence, peu importe, c'était une entente qui était viable entre le couple, puis ça va rester comme ça. On ne refait pas le passé. Ça me semble très important. Et puis je pense que je vais aller même un petit peu plus loin que ça. Là. Je vais profiter de la plateforme pour en discuter, parce que je parle de discussion autour des finances, mais un des conseils que je donne de façon générale à mes clients et autres, là, mon entourage, je pense qu'avec la discussion vient aussi la transparence, l'accès à l'information, de ne pas hésiter à demander des relevés bancaires, l'endettement, les placements de l'autre là, pour connaître l'ensemble de la situation financière de l'autre. Quand on fait une consultation pour accompagner un couple qui a l'intention de se marier, d'avoir des enfants ou qui est même en séparation, peu importe, on exige une divulgation complète de la situation financière des conjoints pour qu'il y ait une prise de conscience, mais aussi qu'il y ait un consentement libre et éclairé de si c'est l'union parentale qui est dans leur meilleur intérêt, si c'est le mariage qui est dans leur meilleur intérêt, est-ce qu'il faut renégocier, par exemple, le contrat d'achat de la maison. La transparence, la communication des documents, ça me semble être un des piliers aussi de l'égalité dans le couple. Je vous laisse en finissant avec des pistes de réflexion. Je pense que l'objectif de la formation aujourd'hui, c'est juste de vous rappeler du 30 juin 2025. À partir du 30 juin 2025, mais de la naissance de l'enfant ou de l'adoption, il y a un patrimoine qui se crée et qui est partagé à moitié-moitié pour la maison, les meubles, puis les véhicules. Il faut savoir, ça c'est le plus important, que les couples actuellement qui ont déjà leur famille, leurs enfants, qui n'ont pas l'intention d'avoir d'autres enfants, sont exclus de ce régime-là. Ils ne sont pas visés par cette réforme-là. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez vaste. On l'a vu, on l'a entendu beaucoup. Ce régime-là est vraiment pas suffisamment généreux pour couvrir, protéger ces familles-là, mais c'est un choix du législateur. Au même titre qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi, finalement, j'étais bien. J'avais une bonne entente avec mon conjoint, ma conjointe. On avait des actes notariés. On avait peut-être même un contrat de vie commune. Le gouvernement va trop loin. Fait que pour le modifier, on va avoir besoin d'un contrat, un acte notarié. Fait que là, l'objectif de la formation, c'est d'amener des pistes de réflexion, que ce soit pour vous, des gens dans votre entourage. Est-ce que ce qui va nous être imposé à partir du 30 juin 2025 correspond aux besoins de notre famille et où est-ce qu'on veut aller? Donc, première piste de réflexion que je vous amène, c'est, par exemple, vous êtes en couple, puis vous êtes parent, puis vous ne voulez pas avoir d'autres enfants, comme je l'ai mentionné, vous ne bénéficiez d'aucune protection qui est prévue par l'union parentale actuellement. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous souhaitez en bénéficier, donc vous dites, je trouve ça intéressant l'union parentale, je trouve, au même titre que les conjoints faits avant, ils pouvaient le faire, là, mais je le redis, vous trouvez que c'est intéressant, vous considérez que c'est un équilibre, c'est un bon équilibre ce qui est proposé, vous voulez bénéficier de ces dispositions-là, vous pouvez convenir d'une entente que vous faites soit notariée, puis ça c'est l'exception, ou entre vous. Ça, c'est la seule exception, on n'a pas besoin de notarier. Si vous êtes un couple, là, avec ou pas sans enfant, ça ne se dérange pas, puis vous voulez bénéficier de ces dispositions-là, vous pouvez signer
quelque chose à mitaine, là, votre nom, la signature, monsieur, madame, signe votre nom. Vous pouvez vous prévaloir de ces dispositions-là. Je sais qu'il n'y en a pas il y a pas beaucoup qui vont le faire, mais je vous le partage qu'au moins ça, cet aspect-là est plus simplement réglé. Pas besoin d'aller voir le notaire. Autre scénario, vous êtes présentement en couple, vous ne comptez pas avoir d'enfants et vous ne souhaitez pas bénéficier de cette loi. Bien, actuellement, là, si vous êtes en couple, vous n'avez pas d'enfants, vous n'en voulez pas d'enfants, cette loi-là ne vous impacte pas d'aucune façon, elle ne vous touche pas, elle ne s'applique pas à vous. Dans ces cas-là, si vous êtes en couple, peut-être que la question à se poser, c'est avez-vous besoin d'un testament? Donc, si vous êtes des conjoints de fait aujourd'hui, c'est probablement un des conseils que vous avez certainement entendu, que vous entendez, peut-être pas assez là, dans mon livre à moi, là, mais que vous devriez entendre très souvent, c'est si vous êtes en couple, vous n'avez pas de testament, courez chez le notaire en faire un, ou à la limite, si vous ne voulez pas aller chez le notaire en faire un pour toutes sortes de raisons, faites-en un mitaine. Faites-en un qu'on appelle holographe, là, au moins avec votre nom, votre signature, c'est tout très, très simple, juste pour protéger vos proches en cas de décès. Parce que ce qui arrive, si vous n'avez pas de testament, bien, c'est le code civil qui s'applique, qui détermine qui va hériter de vos biens. Et ce sont tous vos héritiers ensemble qui doivent gérer 100% de la succession, ce qui vient avec son lot de parfois problématiques. Une autre piste de réflexion, vous êtes en couple, vous êtes déjà parent, puis vous voulez peut-être d'autres enfants. Je pense que je l'ai martelé toute la présentation, mais je l'aurais dit, c'est à partir de la naissance d'un enfant, à partir du 30 juin 2025, que les valeurs accumulées vont être partagées moitié-moitié. C'est seulement au dernier des enfants, là, actuellement, là, qui aura une valeur partageable. Si vous avez des enfants dans le passé, on se fie à ce que vous aviez actuellement. Si vous aviez un acte notarié, on va se fier à cet acte notarié-là. Si vous aviez un contrat de vie commune, on va se fier à ça. Si vous n'avez rien du tout, bien, sachez que le Code civil prévoit absolument rien. Donc, il n'y a pas de protection actuellement. Ce sera seulement à partir de la naissance du dernier enfant. Autre piste de réflexion, si vous êtes en couple, vous voulez fonder une famille, puis vous voulez vous marier. Je l'ai dit au début de la présentation, ce cas-là, là, sachez qu'une petite consultation serait certainement bien investie. Donc, si vous êtes en couple, vous voulez fonder une famille, puis après ça, vous mariez, bien, sachez qu'il y aura une portion de la valeur qui va être dans les maisons, les meubles, les véhicules, qui va être partagée moitié-moitié pendant la durée de l'union parentale. Puis ensuite de ça, au mariage, il va falloir liquider, donc déterminer comment on partage cette période-là de votre vie, la valeur accumulée. Puis après ça, partir les effets du mariage avec le patrimoine familial puis le régime matrimonial. 5e piste de réflexion, vous êtes en couple, vous voulez fonder une famille, mais vous ne voulez absolument pas être assujetti à cette loi-là. Vous dites, moi, ça ne me regarde pas, je suis satisfait avec les actes que j'ai actuellement. Mentionné, vous devez absolument aller voir un notaire pour vous retirer de l'application de cette loi-là. Il y a une petite exception, vous devez quand même aller voir un notaire, mais si par exemple, vous donnez naissance, ben, en fait, peu importe le moment où vous donnez naissance à partir de l'année prochaine, puis que vous allez voir le notaire dans les 90 jours de naissance, à ce moment-là, il y a une disposition dans la loi qui dit qu'on est réputé ne jamais avoir été en union de fait. Si vous dites, OK, là, je sais que je vais accoucher le 15 juillet 2025, moi, ça ne m'intéresse pas cette loi-là. Est-ce qu'il faut que je cours le lendemain prendre mon rendez-vous chez le notaire pour me dire, moi, ça ne m'intéresse pas cette loi-là, là. Je ne veux pas être assujetti à cette loi-là? Non. Vous avez 90 jours suivant la naissance de l'enfant ou l'adoption de l'enfant pour vous retirer de l'application de cette loi-là. Puis à ce moment-là, on considère qu'il n'y a jamais eu d'union parentale entre vous. Si vous ne faites pas ça, vous ne respectez pas le 90 jours, bien, le 91e jour, bien, on va considérer qu'il y aura eu une union parentale pendant une courte période qu'il va falloir liquider. Un petit peu compliqué, là. Il y a certainement des moyens de rendre ça plus simple, mais juste sachez que vous avez un délai de 3 mois, à peu près une fois la naissance de l'enfant, pour vous retirer de cette loi-là. Puis ça, le 90 jours là, est bon à faire éternellement, ce n'est pas comme le 1 an suivant l'adoption du patrimoine familial. J'ai parlé tout au long de la naissance d'un enfant, j'ai mentionné l'adoption, quelque chose qui est quand même spécial, puisqu'il n'y a pas d'exception dans la loi. Si vous êtes en couple en ce moment, puis vous avez l'intention d'adopter l'enfant de votre conjointe, bien, ça va produire les mêmes effets qu'une naissance. Donc, vous allez être en union parentale à partir du moment de la naissance à partir du moment de l'adoption de l'enfant.
Donc, la valeur de la maison, les meubles, les véhicules vont devoir être partagés moitié-moitié en cas de séparation ou décès. Mais c'est aussi la même chose pour les adoptions d'enfants majeurs. Et ça, c'est dans nos plus beaux dossiers, là, quand on a un couple qui s'est toujours occupé d'un enfant comme si c'était le leur, là, que ce soit un membre de la famille ou c'est l'enfant du conjoint-conjoint. Mais des fois, les enfants sont tellement majeurs qu'ils ont 35, 40 ans. Il faut juste savoir que l'union parentale va s'appliquer à ce type d'adoption-là pour enfants majeurs. Il faudra avoir une réflexion, là, si c'est dans les plans des membres de votre entourage d'adopter un enfant qu'on dit majeur. Souvent, c'est symbolique. Est-ce qu'on souhaite aussi avoir les effets de l'union parentale? J'ai envie de dire que plus souvent qu'autrement, si je pense à mes cas d'adoption d'enfants majeurs, c'est pas ça l'objectif qui est recherché. C'est simplement la symbolique de l'adoption. Mais sachez que ça va avoir un effet, cette adoption-là, sur le partage du patrimoine des futurs coparents. J'ai été même un petit peu plus vite que je pensais. Ça conclut ma présentation d'aujourd'hui. Mais comme Raymond a dit, je suis restée de façon très générale sur l'information. Je peux aller dans le détail, par exemple, de la prestation compensatoire. Là, ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait développer pendant 1 heure, certainement. Fait que je suis allée au moins pour vous donner les informations clés de base que vous m'avez entendu redire, mais je vais redire une dernière fois. 30 juin 2025, la naissance d'un enfant, l'adoption d'un enfant, chaque dollar ou chaque valeur qui est accumulée à partir de ce moment-là va être moitié-moitié pour les maisons, les biens qui sont dans la maison et les véhicules. Ça ne vise pas les fonds de pension, ça ne vise pas la RRQ, ça ne vise pas les REER, ça ne vise pas les CELI, ça ne vise pas les comptes de banque, ça ne vise pas les immeubles à revenus, ça ne vise pas les autres biens. Il n'y a aucune obligation de pension alimentaire entre les parents. Il n'y a aucune obligation de contribuer aux besoins de la famille, d'où l'importance d'avoir des discussions dans le couple, avant de séparation idéalement. Et toute modification, point important, doit se faire par acte notarié auprès d'un notaire, évidemment, qui est enregistré à la Chambre des notaires, pour que la minute qui atteste qu'il y a une modification du régime, ce soit enregistré dans les minutes du notaire, donc conservé presque à jamais. Ça conclut la présentation, mais je vais peut-être le dernier mot de la fin pour rappeler que cet atelier-là s'inscrit dans les 12 stratégies concrètes qui ont été travaillées par le Comité national de travail sur les pères et la séparation conjugale, dont je faisais partie avec Raymond. On espère que cet atelier-là a répondu au moins à un besoin de vulgarisation de cette nouvelle bébite-là, cette nouvelle réforme juridique. Puis que si vous avez des questions, je vais rester disponible après la présentation, mais par la suite, là, si vous n'êtes pas certain d'avoir compris un concept, n'hésitez pas à soit communiquer avec Raymond, soit communiquer avec moi là, pour éclaircir un des enjeux qu'on a abordés aujourd'hui. Mon Dieu. Merci beaucoup, Marie-Laurence, de ta générosité. Merci, c'était très, 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 très clair. Écoute, on veut juste dire qu'on était désolé pour les notifications que vous avez attendues tout au long de la présentation. C'était pas de notre côté, c'était peut-être du côté de l'ordinateur de Marie-Laurence que ça faisait des petits bip-bip à chaque fois que quelqu'un entrait. Alors, toutes nos excuses, c'était vraiment bien involontaire. Après la présentation, comme on l'a dit, peut-être demain, on va vous envoyer une infolette avec le PowerPoint que vous avez vu. Et Marie-Laurence va prendre le temps de réfléchir si elle est à l'aise avec on communique ou pas. Dans l'infolette qu'on va vous transmettre aussi, il y a un petit questionnaire de satisfaction. Puis on a ajouté aussi 2 questions pour savoir si vous avez besoin de davantage d'informations, s'il y a d'autres actions qui peuvent être utiles. Et on vous pose aussi la question à savoir si vous croyez que les parents devraient être informés de tout ça, parce qu'on constate que la plupart des gens, on ne sait pas trop c'est quoi cette bébite-là. Alors, voilà. Bien, écoutez, on irait maintenant dans le chat pour les questions. Donc, comme on a dit, on va prendre les questions dans le chat là, pour s'assurer de bien les transmettre. Donc, Marie-Laurence, tu peux aussi cliquer là, sur ton chat pour bien voir les questions. Oui. Donc, on a une première question de Diane Gabrielle Tremblay qui nous demande, les biens échus par succession deviendront partageables après une naissance en contexte d'union parentale si l'héritage, la succession est survenu, j'imagine, après la mise en couple et naissance.
Est-ce que Marie-Laurence est en mesure de répondre à cette question-là? Oui, tout à fait. Si la question, c'est de savoir est-ce qu'on a reçu, si on a reçu un héritage, puis on a reçu une donation, une fois qu'il y a une naissance d'un enfant après le 30 juin 2025, est-ce que ça, c'est exclu? La réponse, c'est oui. Si on a reçu la succession, pas la succession, si on a reçu l'héritage ou on a reçu la donation avant la création de l'union parentale, donc avant, en date d'aujourd'hui, donc avant la naissance d'un enfant, avant le 30 juin 2025, ce montant-là reçu ou ce bien-là reçu par succession-donation ne sera pas protégé. La seule façon d'aller récupérer cet héritage-là ou cette donation-là, ça va être de le prévoir, par exemple, si c'est dans le cas d'une mise de fonds d'un immeuble, il faut le prévoir spécifiquement dans l'acte notarié pour pouvoir le récupérer. Si ce n'est pas prévu en date d'aujourd'hui, ce que la loi prévoit, c'est que si ce n'est pas prévu dans votre acte notarié d'achat, par exemple, d'un immeuble, que vous avez reçu une donation de 15 000, 20 000, vous avez mis ça sur une mise de fonds, habituellement, la règle veut que c'est un beau cadeau qui a été fait au conjoint-conjointe avec qui vous êtes copropriétaire. Par contre, une fois que l'enfant est né, après le 30 juin 2025, cet argent-là reçu par héritage ou donation va être protégé. L'avocate en moi va vous dire, gardez des traces quand même, avec des preuves, des papiers, des courriels, des textos, là, juste pour dire que c'est plus facile de faire la preuve si jamais il y a litige. Merci. Donc, une question de Benoît Perrier. Donc, en cas de séparation d'une union parentale, vu la complexité du partage à faire, cela nécessitera un notaire, médiateur, service gratuit. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Marie-Laurence? Très bonne question. Ça me permet de revenir sur un point. En mariage aujourd'hui, en cas de divorce, on le sait, il faut passer par les tribunaux. On ne peut pas se divorcer en disant, bon, ben, je suis divorcée aujourd'hui puis signer une entente. Il faut passer par les tribunaux. L'union parentale, par contre, on n'a pas besoin de faire ça. On peut mettre un terme à l'union parentale en signant simplement une entente. Ce n'est pas nécessaire d'aller voir un notaire spécifique. Ben, ça peut être un notaire, ça peut être un médiateur, le service gratuit, je ne pourrais pas te dire, là, ça serait peut-être les centres de justice de proximité qui pourraient peut-être effectivement assister le couple dans la période de séparation. Mais on n'a pas besoin de passer par les tribunaux, sauf en cas de litige, pour mettre un terme à l'union parentale. Mais en tout cas, quand même, s'il y avait de l'accompagnement des parents qui vont vivre ça, oui, surtout dans la prochaine année, c'est sûr que ça serait une bonne chose. Tout à fait. Tout à fait. Je vais prêcher pour ma paroisse, là, dans le sens que ce soit notaire ou avocat, d'aller chercher des conseils juridiques pour être sûr d'avoir bénéficié de tous les droits qui sont prévus par le législateur. Mais c'est une très bonne chose. Ça permet une négociation qui est plus raisonnée et plus équitable aussi. C'est ça. C'est sûr que là, puis dans le cas des familles les plus vulnérables qui ont moins de sous, si jamais il faut y avoir des services communautaires pour soutenir les familles, c'est sûr que ça serait une bonne chose également. Donc, Marie-Christine nous demande, est-ce que les couples qui deviennent parents un peu avant le 30 juin 2025 peuvent faire une demande pour avoir accès à l'union parentale? Oui. Donc, on présume que l'enfant naît avant le 30 juin 2025. La façon de se prévaloir, c'est qu'on peut signer simplement, ça c'est l'exception, simplement une entente qu'on appelle sous seing privé. En français, vous signez un papier, un crayon, votre nom, puis vous gardez ça évidemment dans un endroit précis là, pour être certain qu'on ne perd pas ce petit bout de papier-là. Si vous avez une crainte de l'égarer, parce que c'est quand même important comme bout de papier, là, si vous souhaitez prévaloir de ces dispositions-là, vous allez voir un notaire. Le notaire, son rôle, c'est évidemment de donner des conseils, mais aussi de conserver en minute l'acte qui atteste que vous vous êtes prévalu des dispositions de la loi sur l'union parentale. Merci beaucoup. Prestations compensatoires. Est-ce que ça peut concerner les parents qui font l'école à la maison, par exemple? Oh, bonne question. Ça, c'est une question quand même très spécifique. Puis là, je vais vous répondre une réponse d'avocat ou d'avocat. Ça dépend. Ça dépend. Quelle est l'entente entre le couple? Si je prends l'option très caricaturale, monsieur principal pourvoyeur, madame reste à la maison, met de côté sa carrière, donc avait une carrière au préalable et peu importe le type de carrière, reste à la maison à temps plein pour donner l'école à la maison sur une période de plusieurs années. Je vois une ouverture à peut-être aller chercher une prestation compensatoire. C'est intéressant parce que ça ressemblerait à une pension alimentaire pour épouse. Donc, il ne faudrait pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Mais dépendamment de, par exemple, là, si
cette personne-là qui est restée à la maison pour éduquer les enfants n'a pas bénéficié d'un apport du conjoint. Par exemple, il n'a pas investi dans ses REER, il n'a pas enrichi ou compensé en lui donnant une allocation, en lui donnant un revenu, ben, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait ouverture à une prestation compensatoire. Si par contre, il y a des mécanismes, comme je viens de dire, où on atténue l'appauvrissement par un revenu, un investissement, peut-être qu'à ce moment-là, le recours serait moindre. La réponse, ça dépend des faits. Merci beaucoup, Marie-Laurence. C'est vraiment intéressant, la période de questions. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Là. Ça nous permet de renforcer la compréhension. Une autre question, si je comprends bien, les parents en union de fait qui se séparent avant le 30 juin 2025 ne sont pas assujettis à cette réforme. Exactement. Donc, avant le 30 juin 2025, là, c'est la même chose que toutes les centaines de dernières années qu'on avait derrière nous. Conjoints de fait, ce sont des voisins. Il n'y a pas de droit ni d'obligation entre eux. Puis même, j'ai envie de dire, même ils se séparaient, par exemple, le 1er juillet 2025, ben, est-ce qu'il y a un enfant qui est né après le 30 juin 2025? Puis mettons que l'enfant est né le 1er juillet 2025, ça ne change strictement rien parce que l'union parentale va avoir duré une journée. J'ai envie de dire que l'union parentale va réellement produire ses effets ou ses bénéfices dans l'année qui va suivre vraiment l'entrée en vigueur de la loi, donc en 2026-27. Sinon, ce sont des petites valeurs qui seront partagées. Super, merci beaucoup. Marilyn, un couple ensemble depuis plusieurs années, l'enfant est déjà au monde d'une autre union. Il y a d'échéance parentale et adoption de l'enfant par le conjoint. Est-ce que cette loi-là touche cette famille? Si l'enfant a déjà été adopté avant le 30 juin 2025, non. Si l'adoption a lieu post-30 juin 2025, alors oui, puis à partir du jugement d'adoption, l'union parentale va être créée. Mais effectivement, si la déchéance a déjà été prononcée et le jugement d'adoption a été prononcé en faveur du conjoint actuel, cette famille-là ne sera pas protégée par cette loi-là. La seule façon d'être protégée, c'est de s'en prévaloir. Comme on a mentionné tantôt par un petit acte, un petit document qu'on signe ensemble, puis on dit on est d'accord pour se prévaloir des dispositions, ou sinon d'aller voir un notaire pour que ce soit plus formel. Merci beaucoup. Est-ce que le nouveau régime d'union parentale a primauté sur un testament notarié? Si un couple en conjoint de fait a déjà un enfant avant le 30 juin 2025 et ne souhaite pas en avoir d'autres. OK. Donc, un enfant, c'est en 2 questions. Je vais commencer par la fin. Donc, si un couple aujourd'hui a déjà un enfant avant le 30 juin 2025 et ne souhaite pas en avoir d'autres, tout ce que j'ai expliqué ne s'applique pas à cette famille-là. Donc, il n'y a pas de patrimoine à partager, il n'y a pas d'union parentale, il n'y a pas de droits successoraux. Donc, dans ce cas-ci, le testament va 100% avoir priorité. Je vais aller plus loin. Si je prends l'exemple où un couple a des enfants, mais on va en avoir d'autres, ou n'a pas d'enfants, puis va en avoir d'autres, même dans ce cas-là où il y aura des droits successoraux pour cette famille-là, le testament va avoir priorité. Parce que c'est le même principe qu'en mariage. Si on est un couple marié puis qu'on n'a pas de testament, actuellement, c'est 2/3 aux enfants, 1/3 au conjoint marié. Bien, peut-être que ça ne nous intéresse pas, cette règle-là, puis ce qu'on veut, c'est prioriser les parents entre eux, les conjoints mariés, puis qu'eux autres vont administrer les biens patrimoniaux, bref, les finances de la famille pour le bénéfice des enfants mineurs. C'est souvent ça qu'on voit là, en mariage, on s'avantage l'un et l'autre, puis on oublie les enfants. Le testament a donc priorité. Ce sera la même chose pour les parents en union parentale. Merci beaucoup, Ange. On a vraiment intérêt à se parler, que les choses soient claires. Hein. Ça revient toujours à ce point-là qui est absolument là, essentiel. Est-ce que des parents peuvent prendre une entente ensemble de faire une union parentale avant le 30 juin 2025? Oui, tout à fait. C'est sûr que les dispositions n'entrent pas en vigueur avant le 30 juin 2025, fait que peut-être une question, il faudra peut-être rephraser, dans le sens où l'union parentale n'existe pas aujourd'hui avant le 30 juin 2025. Il faudrait juste préciser dans cette entente-là que les parents, malgré le fait que ce n'est pas en vigueur, souhaitent se prévaloir aujourd'hui des protections qui sont prévues. Il y a peut-être une nuance dans la façon de rédiger cette entente-là pour être sûr que c'est clair que c'est en date d'aujourd'hui et non pas seulement à partir du 30 juin 2025. C'est tout à fait possible avec la petite nuance. Peut-être que dans ce cas-ci, une petite consultation juste pour être sûr que tout le monde comprend ce que veut dire l'engagement qui va être signé, ce serait de mise.
Oui, c'est ça, parce que dans le fond, comme si je comprends bien, c'est que la loi ne peut pas produire d'effet à cet égard-là avant le 30 juin 2025, à moins que par contrat, on Oui, s'entende que ça produise les mêmes effets. Donc, il faut juste l'écrire comme il faut, si je comprends bien. exact, exact, exactement ça. OK, parfait. Merci beaucoup. J'ai 25 ans et je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je vais devoir avoir discussion avec mon conjoint. Hi. Tant mieux, c'est ça l'objectif de la présentation. Ben oui, hein, c'est ça. Il faut se parler, là, surtout quand il y a des enfants, quand il y a des biens importants là, dans le portrait. Bon, ben tant mieux si ça sert à ça. Y a-t-il un projet pour donner un accès subventionné aux notaires, que les familles non ciblées par cette loi puissent signer des ententes pour avoir les mêmes avantages, comme on subventionne la médiation? Hum, Quelle belle initiative. Alors, à ma connaissance, non. Est-ce que les centres de justice de proximité qui sont des centres les centres de justice de proximité, là, c'est comme, je vais vous mettre ça très grossier, là, mais c'est comme un CLSC de services juridiques. On ne donne pas de conseils, mais on donne au moins de l'information juridique. Fait que c'est peut-être le début de l'information qu'on peut aller chercher, mais il n'y aura pas de subventions qui vont être accordées pour ensuite bénéficier de services notariaux. Est-ce que c'est un projet qui pourrait être travaillé, mis de l'avant dans nos 12 stratégies 2025 et plus? Je pense carrément, on va prendre ça en note. Ben oui. Ça serait bon. Ouais. En tout cas, c'est parce que l'autre, ce qui nous semblait assez évident, c'est que si c'est la première formation qui est donnée pour le personnel intervenant à ce niveau-là, j'imagine que les parents doivent être un petit peu mêlés. Tout à Fait que, fait. un, de comprendre, puis deux, il y a plein de gens qui auraient besoin d'accompagnement. Fait qu'on va essayer, nous, de faire des pressions dans ce sens-là pour dire, ben, écoute, il faut préparer les parents à ça. Là. Il faut que les gens soient conscients, c'est quand même des changements majeurs. Il faut que le ministère de la Justice prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Là. Ça fait que toutes vos bonnes idées, dans le questionnaire qu'on va vous envoyer, là, si vous avez des bonnes idées, écrivez-nous-les. On va les compiler, puis on va essayer de faire suivre ça là, aux personnes concernées parce que c'est sûr que tout le monde n'est pas égal devant la justice. Hein. Vous le savez, quand tu as plus d'argent, ça l'aide. Quand tu en as moins, ça l'aide pas. On pense aussi aux personnes qui viennent d'arriver, les personnes qui ne maîtrisent pas la langue. C'est vraiment compliqué tout ça, là. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Bon, je me suis permis un petit éditorial, là, mais je pense que c'est assez évident. Très beau PowerPoint, la formation est claire. Oui, merci beaucoup. Bravo, Marie-Laurence. Merci pour la présentation, très pertinente, très claire. Les couples qui se marient à l'extérieur Mhm. du Québec, ils sont toujours conjoints de fait au Québec? Non. Donc, un mariage qui se fait à l'extérieur du Québec demeure un mariage. Tout est une question de preuve à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment un mariage qui a été célébré ou c'était une fête plutôt symbolique? Je vais y aller encore une fois caricatural. S'il y a un mariage qui a lieu, par exemple, à Vegas, où vous vous mariez à la chapelle d'Elvis, ça reste un mariage dans la mesure où il y a un certificat de mariage qui est émis par l'État du Nevada, puis ce mariage-là, aujourd'hui, au Québec, produit ses effets. Ça va être les règles du Québec qui devraient s'appliquer. Puis là, je vais dans le devrait, là, parce qu'il y a toujours des nuances. Là. Selon l'intention du couple de résider, ils ont-ils habité au Québec, ils ont-ils habité là-bas. Bon. Mais si on prend l'exemple classique de on fait un voyage, on se marie à l'étranger, on revient au Québec, ça va être les règles du Québec qui vont s'appliquer à ce mariage-là, même si le mariage a lieu à l'extérieur du Québec. L'enjeu étant toujours de prouver l'existence de ce mariage-là. OK. Merci beaucoup pour la précision. Sabrina, est-ce que le nouveau service SAPA, dans le calcul de la pension sans passer par un jugement, sera valable lors d'une demande d'aide financière pour un des parents? Une demande d'aide financière, comme une aide de dernier recours. Je ne suis peut-être pas certaine de comprendre la question. Puis Ah, d'ailleurs, il n'est pas encore entré en vigueur, ce service-là. Là, fait que je ne sais pas de quelle façon ça va procéder, mais c'est un couple qui irait soit en médiation ou irait pas en médiation, irait en ligne, puis il va permettre de calculer la pensée alimentaire, puis ça va produire un montant, là, une entente entre les parties. Est-ce qu'après ça, excusez, je regarde la question, mais pas trop extrapolé non plus, là, mais ça va produire un montant, une obligation entre les conjoints, puis après ça, les conjoints peuvent l'utiliser comme ils veulent. et peut-être que je garderai là, Marc demande un privilège de pouvoir ouvrir son micro. Peut-être j'irai aux questions écrites en premier.
puis je te garderai pour un petit peu plus tard. Mhm. Lise, qu'est-ce qui détermine la date de séparation lorsque les deux conjoints ne s'accordent pas? Très bonne question. Ça a été d'ailleurs un des sujets qui a été discuté en commission parlementaire. Qu'est-ce qui était une séparation? Avant, il n'y avait pas la même définition. Ils l'ont changé à la dernière minute pour dire la cessation de la vie commune. Fait que le critère, la cessation de la vie commune, que nous, dans le quotidien, on appelle la séparation. Mais la cessation de la vie commune, là, il y a amplement de jurisprudence sur cette question-là. Il y en a beaucoup. Sans rentrer trop dans le détail, on va présumer qu'il y a séparation quand il y a une rupture, une coupure économique entre les conjoints. Donc, chacun paye pour ses affaires, responsable de ses choses. Généralement, on va considérer qu'il y a une date de séparation quand il y a une coupure financière entre les deux. On va aussi se fier sur la notoriété. Donc, est-ce que les membres d'entourage considèrent qu'ils sont un couple, oui ou non? Est-ce qu'ils font des activités ensemble? Est-ce qu'ils habitent dans la même maison? C'est très factuel comme réponse à la question de quelle est la date de la cessation de vie commune, quelle est la date de séparation d'un couple. Émilie Paul, pourriez-vous nous rappeler quel est l'impact pour le couple parental d'habiter ensemble ou non et ou de se considérer comme conjoint-conjoint? Conjoint ou comme coparent plutôt. Ce qui est écrit OK. dans la question, c'est conjoint-conjoint. OK. Bon, je vais répondre à la question de deux façons. La cohabitation, ce n'est pas un critère, ce n'est pas une obligation pour être visé par l'union parentale. Pour être visé par l'union parentale, c'est qu'on est des conjoints de fait. Ça veut dire qu'on est un couple, peu importe la durée, peu importe si on habite ensemble ou pas. Notre entourage considère qu'on est un couple et on a des enfants ou un enfant, peu importe, après le 30 juin 2025. Donc, si vous êtes en couple, vous habitez dans deux maisons séparées, puis vous avez un enfant, vous allez être visé par l'union parentale. Si vous êtes des coparents, ce qui existe aujourd'hui, donc des amis qui ne veulent pas être un couple, vous avez chacun vos maisons, comme vous étiez un couple séparé, là, puis à ce moment-là, vous êtes les coparents, c'est ça, d'un enfant, il y aurait une ambiguïté sur le fait que vous pourriez être visé par l'union parentale. Pour clarifier cette situation-là qui est particulière, ce serait peut-être une bonne idée de se soustraire spécifiquement par acte notarié de l'application de cette loi-là pour éviter qu'il y en ait un peut-être éventuellement qui dise non, non, mais finalement, on était un couple, puis là, il y a l'autre qui dit non, non, mais on était juste des amis, puis on a décidé ensemble de fonder une famille. Je ne sais pas si je réponds à la question. OK. Donc, René, on constate dans certains cas un recours abusif à la justice, notamment par des accusations criminelles non fondées. Le législateur a-t-il prévu des mesures particulières contre le parent qui en abuse? C'est les dommages d'intérêt. Donc, on a reconnu par la loi actuellement, ça n'était pas nommé nulle part dans la loi, l'existence de la violence judiciaire. Donc, la guérilla judiciaire, puis ça, c'est sous toutes ses formes, incluant le recours à d'autres instances, donc pas juste la chambre de la famille, ou pas juste la chambre de la jeunesse, mais aussi chambre de la jeunesse, chambre de la famille, chambre criminelle. Des fois, ça va même jusqu'à une demande devant le tribunal administratif du logement. Des fois, ça va avec une plainte LSNSST. Donc, quand on parle de violence judiciaire, on parle de violence dans le système de justice dans son ensemble. Et les tribunaux ou les juges ont dorénavant, j'ai envie de dire même le devoir de condamner cette pratique-là en payant en forçant le fautif, le parent abuseur, à payer des dommages d'intérêt, donc une compensation à l'autre. Merci. Donc, Roberto, bonjour. Je voudrais savoir si, comme le mariage, l'union parentale prend en compte des statuts migratoires des conjoints et est applicable comme dans le cas du mariage. Je ne serais pas en mesure de répondre à la question parce que je ne suis pas une spécialiste du droit de l'immigration. Non, c'est ça, je vais me limiter à ça parce qu'il y a des nuances à apporter, puis j'ai aucune idée si l'union parentale sera considérée dans le cadre de l'immigration, sachant que ça, l'immigration, c'est fédéral, tandis que là, on est au provincial. Peut-être qu'il y a une question d'harmonisation, mais c'est ça, je vais limiter là mes commentaires parce que ce n'est pas de ma compétence. C'est sûr que la loi n'est pas encore en vigueur, donc quelle sera la jurisprudence là-dessus? Il y a plein de questions à se poser. Ben donc, c'est la sagesse. Hein? Marie-Laurence, quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça. Magnifique. C'est donc uniquement le 30 juin 2043 que tous les couples en union de fait ayant des enfants mineurs, moins de 18 ans, seront considérés en union parentale pour leurs enfants mineurs. D'ici là, l'ancien et le nouveau droit familial cohabiteront. Tout à fait.
absolument. C'est un très bon commentaire. Je n'avais même pas fait le calcul. C'est un très bon commentaire. Oui, c'est particulier. Donc, il va y avoir vraiment comme en fait, plus que deux régimes. Il y a les mariés, il y a les unions parentales avant puis après le 30 juin 2025. Ouais. Donc, puis il va y avoir un paquet de statuts différents. Ça, puis il y a quand même un mouvement là, que j'ai entendu, ça a été nommé dans le cadre des travaux, où ils disent, est-ce qu'il y a question, est-ce qu'il y a discrimination basée sur l'âge des enfants, la naissance, l'état civil qui est la naissance d'un enfant, les conjoints faits avant ou après le 30 juin 2025. Est-ce que ça va mener à quelque chose? Je ne le sais pas, mais c'est un choix législatif d'arrêter une date, de laisser les conjoints se positionner. Est-ce qu'ils veulent être visés, oui ou non? Parce que là, on le sait depuis, ça va faire 1 an, là, à partir du mois de juin. De se laisser 1 an de réflexion, puis ensuite de ça, on regarde en avant, puis c'est seulement les nouveaux parents qui vont être visés par cette union-là. Merci. Judith Germain, puisque la définition de conjoint de fait ne tiendra plus compte de la durée de leur vie commune, est-ce que cela aura un impact sur l'impôt des particuliers? Lors du rapport d'impôt, on demande si on vit avec quelqu'un en date du 31 décembre. Oui. OK. Sans répondre à la loi sur l'impôt spécifiquement, on part du principe que le Code civil, c'est notre droit commun, c'est nos grands principes. Puis ensuite de ça, le droit a différentes lois spécifiques, comme la loi sur l'impôt, sur les impôts. On a la loi, par exemple, pour la SAC, on a la loi sur tout ce qui est CNSST. Et chaque petite loi peut avoir des critères qui sont différents. Donc, à moins d'un changement législatif dans la définition de la loi sur l'impôt, de qu'est-ce qu'un conjoint de fait, puis quand est-ce que s'applique l'obligation d'avoir un rapport d'impôt commun, puis de déclarer le revenu de l'autre, etc. Ça, il va falloir que les législateurs modifient cette loi-là. Ça ne semble pas dans les cartes aujourd'hui. Donc, quand j'ai parlé de définition, on reste dans le droit commun au sens du Code civil du Québec. Puis chaque petite loi, il faut se référer à chacune des définitions pour savoir si on est visé ou pas comme conjoint de fait. OK. Merci beaucoup. Ben écoute, comme il n'y a plus de questions dans le chat, je vais accorder, si tout le monde est d'accord, un privilège à Marc. Est-ce que quelqu'un a une objection à ce que Marc pose sa question verbalement? Tout le monde est à l'aise avec ça. Alors, Marc, profite de ton privilège. Tu peux ouvrir ta caméra aussi pour qu'on te voit. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, enchanté. Mettons un couple qui a un bébé après le 30, 25. Le père ne met pas son nom sur le baptistère. Le couple, éventuellement, se sépare. La mère demande un test de paternité. Le test est négatif. Pour les conditions. Puis si le test est négatif, puis s'il a mis son nom sur le baptistère, est-ce que les deux variantes, en fait? Donc, je comprends de la question. Dans le fond, c'est une question de filiation. Est-ce qu'il est-tu le père ou il n'est pas le père? Fait que l'union parentale pourrait avoir un effet rétroactif. S'il y a un enjeu, il va falloir régler la question de la filiation avant de dire que l'union parentale, on va la calculer. Fait qu'il va falloir régler la question, c'est-tu le père, c'est-tu pas le père? Puis là, c'est quand même important de le mentionner que la deuxième réforme, là, je suis dans la troisième réforme, mais la deuxième réforme du droit de la famille, il y a un nouvel article qui parle de présomption de paternité. Donc, ça, c'est aussi nouveau. Là. Avant, la présomption de paternité s'appliquait juste pour les conjoints mariés. On disait, la mère peut écrire le nom du père sur le certificat de naissance s'il est marié. Puis là, on disait, les conjoints de fait, il faut que ce soit le père qui signe. Là, depuis cette deuxième réforme-là, qui date de, j'ai un doute, 2022 ou 2023, le père, dorénavant, n'est pas obligé de signer. La mère peut le faire pour lui. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Mais si, par exemple, il se rend compte que la mère l'a écrit, c'est pas lui le père de l'enfant, il va devoir déposer une demande en contestation de la filiation à la Cour. La Cour va devoir trancher cette question-là. Une fois qu'on l'a tranché, s'il y a après ça une union parentale, un patrimoine à partager, il va falloir le faire en deuxième temps. Mais dans une situation comme ça, je l'entends, j'ai envie de dire, j'extrapole beaucoup, là, mais j'ai envie de dire que dans une situation comme ça, je vais présumer qu'il n'y avait pas vraiment de couple. Là. En tout cas, peu de chances que ce soit vraiment un couple qui ait réellement eu une union parentale entre les deux. Fait qu'il va falloir qu'il y ait mis en commun, qu'il y ait une maison, des meubles. Oh, je ne vous entends pas par contre. Et moi, ça existe. Oh, ça se peut. Bon. Fait que, en 2 temps. La réponse est en 2 temps. On règle la filiation, puis après ça, on regardera la question financière donc du partage des actifs.
filiation, la loi ne s'applique pas, c'est ce que tu es en train de dire. S'il n'y a pas de filiation, la loi ne s'applique pas, effectivement. Il faut être le parent d'un enfant. Merci pour le privilège, Raymond. Ben, ça fait plaisir, puis je comprends effectivement que c'était pas safe à écrire dans le chat, là. Puis ben, merci d'avoir posé parce que ça arrive, ces histoires-là, ça fait que c'est vraiment intéressant de soulever le point là, à ce niveau-là. Il y a plein de beaux commentaires, Marie-Laurence, qui vont continuer à défiler dans le chat. Véronique Bessette, elle dit le père ou le géniteur? Ben, la loi ne fera pas de distinction. On va dire le père. Ben, OK, attendez. Ça dépend dans quel sens qu'on le voit. Si on dit le géniteur au sens de contrat de mère porteuse, puis c'est un donneur de sperme, donc un tiers au projet parental, effectivement, il n'y aura pas de lien, là, il n'y aura pas d'obligation en vertu de l'union parentale, parce que là, le géniteur étant simplement un apport, ce n'est pas un parent pour l'enfant. L'union parentale ne s'appliquera pas, mais si c'est un géniteur dans le sens qui n'est pas impliqué, ben, la loi va quand même s'appliquer dans la mesure où ils sont un couple et parents d'un enfant à partir du 30 juin 2025. Merci. Il sera pertinent d'avoir des dépliants à offrir aux familles sur le sujet, même des capsules à partager sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une de nos recommandations, notre comité de travail. Puis c'est écrit dans notre cahier de vraiment, il faut rejoindre les parents, encore plus ceux qui sont les plus vulnérables, entre guillemets. Puis on va écrire bientôt une lettre au ministre pour y recommander ça, là. Puis on a vraiment un projet de lettre d'opinion aussi à publier dans les médias parce qu'on pense que c'est vraiment fondamental. C'est clair, vous voyez, ça fait une demi-heure qu'on pose des questions, puis vous avez encore sûrement d'autres questions. Fait que c'est vraiment pas simple, là, tout ça. Finalement, il y a quelqu'un qui a un commentaire. Je trouve que c'est décevant, par contre, pour les familles qui ont eu des enfants avant juin 2025 et qui, pour plusieurs raisons, n'auront jamais de documents légaux pour les protéger. Exact. C'est un choix du législateur de dire que c'est un, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est un opting-in et non pas un opting-out. Au même temps que le patrimoine familial, au début, c'était, on dit, on vise tout le monde, puis si vous ne voulez pas, vous sortez. Le législateur a préféré respecter le choix des Québécois, puis dire, ben, avec ce que ça comporte, là, pour dire, ben, si vous souhaitez vous en prévaloir pour les parents actuels, vous devez le faire d'un commun accord avec une entente écrite. Ben, merci. Andréane, y aura-t-il d'autres formations plus approfondies d'ici l'entrée en vigueur de cette loi? Dans le questionnaire qu'on va vous envoyer, là, écrivez-nous justement vos besoins, vos attentes. On va compiler ça. Puis s'il y a vraiment beaucoup de demandes pour certains trucs, on va vraiment considérer là, vraiment sérieusement la possibilité de donner suite parce qu'on pense que c'est absolument là, essentiel. Je pense que l'information devrait être publiée au niveau cégep ou université. Je pense que tout le monde, on devrait savoir ça, que ce soit pour nous, pour les personnes qu'on connaît, pour nos enfants, pour nos amis. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est du droit nouveau là, à ce niveau-là. J'ai envie de dire, Raymond, je vais me permettre un commentaire éditorial. J'ai envie de dire que les gens qui se marient, ils ne savent pas nécessairement en plus quelles sont les nuances ou quels sont les droits et les obligations qui viennent avec le mariage. J'ai envie de dire que la formation Cégep Université devrait s'adresser comme un petit cours de droit de la famille 101, ça serait, mon Dieu, ça serait fantastique. Bon, ça prend une mini-série à TVA, à Radio-Canada, puis partout. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde le sache, c'est vraiment, vraiment essentiel. Écoutez, ben, on arrive au terme de la rencontre. Marie-Laurence, est-ce que tu aurais, en conclusion, qu'est-ce que tu as d'important à nous dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de la présentation d'aujourd'hui? Bien, je constate que l'intérêt est là, puis que les questions sont là. Puis mon conseil numéro 1, c'est que si vous avez le moindrement, si vous avez retenu une information aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à partager même le PowerPoint qu'on va vous transmettre. Il n'y a rien de secret là-dedans. L'objectif, c'est que ce soit vulgarisé, puis qu'il y ait une discussion qui s'amorce dans les membres du couple, idéalement avant la séparation. Sinon, ben, on vient nous voir dans nos bureaux, c'est un petit peu plus compliqué. Plus les gens vont consulter, plus vont comprendre leurs droits et leurs obligations, plus ils auront des discussions, plus ils vont demander l'accès à des documents, de l'information, mais moins il y aura de litiges, puis plus il y aura d'entente entre les parents. J'ose espérer que cette formation-là aura répondu au moins partiellement à ce besoin-là aujourd'hui. Il y a une question spécifique, je pense que tu as la réponse, Marie-Laurence. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur le site d'Éducalois?
J'avais regardé la semaine passée. Je pourrais. OK, je ne vais pas prendre trop de temps aujourd'hui, là, mais j'avais regardé la semaine passée, puis actuellement, il y avait rien. Je présume, j'ose espérer qu'il y aura une nouvelle rubrique qui sera ajoutée d'ici le mois de juin prochain. Je ne pourrais pas concevoir que le législateur ne ferait pas, en tout cas, qu'Éducalois, qui est un organisme parapublic, ne ferait pas cette démarche-là. En date d'aujourd'hui, ou en tout cas en date de la semaine passée, il n'y avait pas d'informations qui étaient disponibles sur le site d'Éducalois, ni même sur le site juridique, là, jury puis QC à la fin. Là non plus, il n'y avait pas d'informations. En tout cas, c'était très sommaire. On espère qu'il y en aura un super. Ben oui. On a Diane Dubois qui nous a dit tantôt que ça serait bien qu'il y ait une formation avancée parce qu'on voit qu'il y a plein de questions qui nous viennent à l'esprit et tout ça. Fait que, ben écoutez, moi, il me resterait juste à vraiment remercier Marie-Laurence, qui est toujours très généreuse de son temps. C'est vraiment apprécié. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente vulgarisatrice. Hein. C'est clair. Nous autres qui ne sommes pas des avocats, on comprend quand elle parle. Il y a d'autres avocats, des fois, ils parlent et on ne comprend rien. Là. Puis Marie-Laurence est vraiment très, très bonne. C'est vraiment très apprécié. Un énorme merci, Marie-Laurence. Puis comme je vous dis, là, remplissez là, la petite questionnaire de satisfaction, les petites questions qui sont là. Comme ça, nous, ça va nous permettre de guider là, nos prochaines actions. Alors, écoutez, ben, on vous souhaite une bonne continuité. Puis Marie-Laurence, peut juste rester en ligne là, pour qu'on puisse débriefer tout ça. Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. Puis on va faire d'autres choses, c'est certain.